Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la pause mentale, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que beaucoup de sportifs connaissent, mais que peu justement prennent vraiment au sérieux, et je veux parler de la fatigue. Alors, je ne parle pas de la fatigue normale, classique, celle qu'on ressent après une bonne séance, par exemple, mais plutôt la fatigue qui s'accumule, la fatigue qui s'installe et qu'on finit par banaliser. Alors, pour certaines d'entre nous, cette fatigue, c'est justement ce qu'on va chercher à travailler à l'entraînement. Si on prépare certaines épreuves sur de la longue distance notamment, on va travailler notamment sur fatigue. On va avoir des séances de pré-fatigue. Donc voilà, cette notion de fatigue est partout, mais je pense qu'elle est assez mal comprise par beaucoup d'entre nous. Donc à l'entraînement, on parle beaucoup de volume, d'intensité, de progression. On est pour certaines assez pointilleux sur ces zones d'entraînement. Garder une augmentation linéaire et mesurée de ces volumes d'entraînement, de ces volumes d'intensité. Et pourtant, on parle beaucoup moins de récupération. Et sans récupération, l'entraînement n'est tout simplement pas assimilé. Et petit rappel, ce n'est pas pendant l'effort que l'on progresse, mais c'est bien pendant la récupération qu'on va progresser. L'effort en lui-même, je ne suis pas le seul à le dire, je vous rassure, tout le monde le dit, tous les entraîneurs le disent, ce n'est pas l'entraînement qui fait progresser. L'entraînement vous amène un stress mécanique, un stress nerveux, un stress physiologique auquel va répondre notre organisme pendant la phase de récupération avec la fameuse phase de surcompensation. Donc on n'est pas là pour faire un cours de physio et d'entraînement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la récupération, point hautement important de notre entraînement. Donc prendre la récupération à la légère, c'est un peu comme vouloir construire une maison en oubliant de laisser sécher le béton, par exemple. On fait l'entraînement, on coule le béton et derrière, on va marcher dessus. Donc non, il faut laisser un temps de séchage pour que ça solidifie, pour que ça consolide et qu'on puisse construire par-dessus. Donc dans cet épisode de la pause mentale, je vous propose qu'on fasse justement une pause pour réfléchir à ce rapport qu'on a à la fatigue, à la récupération et à la façon dont on peut les gérer avec autant de sérieux que nos propres entraînements. Parce qu'évidemment, mieux récupérer, c'est donc mieux s'entraîner et donc progresser plus intelligemment. La fatigue, déjà, elle n'est pas juste liée à son entraînement. La fatigue, elle va être liée à l'ensemble de nos activités professionnelles, extra-professionnelles, qui dépassent justement les limites physiologiques ou psychologiques de notre capacité à récupérer. Donc elle se traduit par une difficulté à poursuivre son activité, par une baisse de motivation, par de l'irritabilité, etc., etc. Elle est liée à la fois soit à une durée d'éveil trop importante ou soit à une intensité ou une charge de travail professionnel ou travail physique trop important. Donc pour récupérer et supporter de nouvelles charges de travail, on a plusieurs solutions. Prenons l'image d'une goutte qui fait déborder un vase. Soit vous videz complètement le vase grâce à une nuit de sommeil de bonne qualité, soit vous videz régulièrement le vase au fil de la journée. Je prends cet exemple qui est encore une fois une métaphore et qui est exactement le même que la modélisation de Guillaume Millet du flush model, donc du modèle de la chasse d'eau, qui nous explique exactement la même chose, qu'une fois que la cuve est pleine, et dans la cuve de fatigue, il y a tout type de fatigue, la fatigue extra-professionnelle, la fatigue personnelle, la fatigue de l'entraînement, donc donc multi-paramètres, et par contre, tous ces paramètres vont dans la même cuve, c'est-à-dire nous, notre corps, notre esprit, et il y a un moment où il n'y a plus d'autre solution pour pouvoir la re-remplir que de la vider avant, soit de la vider d'un coup en grande quantité, c'est ce qu'on appelle une nuit de sommeil, soit par petits morceaux avec des temps de pause plus courts comme des siestes. Maintenant, l'idée du podcast, c'est de vous donner quelques recommandations pour justement avoir une meilleure récupération et prendre en compte cette fatigue
Encore une fois, on fait de la pédagogie pour pouvoir la prendre en compte de manière plus, sérieuse. Comme vous le savez peut-être déjà, en tant que préparateur mental, j'utilise aussi des techniques qui ont été développées dans l'armée qui s'appellent les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel, qui ont été justement développées pour accompagner des personnes, des militaires, du personnel médical, des pompiers, les policiers et cetera, des personnes soumises à des stress très importants, à de la fatigue très importante, donc justement pour pouvoir garder un équilibre et garder des capacités cognitives le plus optimales possible. Donc c'est top, ces techniques d'optimisation du potentiel s'intéressent aussi bien à nos nuits de sommeil qu'à nos jours. Et on a certaines recommandations que je vais vous donner pour gérer cette dépense énergétique, pardon, en essayant de récupérer de manière plus ou moins profonde de jour comme de nuit. Et là, encore une fois, on dévalorise le sommeil. Beaucoup pensent que c'est une perte de temps. Il y a un petit adage qui est complètement nul qui dit bah, dormir c'est mourir. Ça va avec dans le même sac que le no pain no gain, hein, pour moi. Donc, bien au contraire, comme nous le verrons plus loin, je pense on serait bien plus intelligent à revaloriser le sommeil, à rendre le sommeil intelligent. Plus on dort, mieux c'est et mieux on se portera. Je pourrais vous citer beaucoup de chiffres, mais en moyenne, faut retenir que la nuit moyenne, chez les Français, une nuit moyenne dans les années, 2020, était de 6h41 et que 28 des Français dorment moins de 6 heures par nuit en période de travail. Et pendant les 2 jours de repos, la durée du sommeil augmente et passe à 7h33, donc quasiment 1 heure de plus en moyenne. Et beaucoup d'entre nous pensent que cela permet de rembourser cette fameuse dette de sommeil qui est devenue chronique. Et attention, hein, dès qu'on entend le mot chronique, ça devrait nous tenir en alerte. Le stress chronique, la dette de sommeil chronique, les carences énergétiques chroniques deviennent très problématiques. On peut avoir une dette de sommeil sur quelques jours, la rattraper. On peut avoir une augmentation de son stress pour plusieurs raisons qui sont ponctuelles. Mais dès qu'on entend le mot chronique, il faut que des warnings s'allument dans votre esprit. Et du coup, pour en revenir à cette dette de sommeil, elle se récupère pas du tout en 2 jours. Donc le temps du week-end. 2 heures de plus le week-end, donc 1 heure par nuit, ne suffit pas du tout à rembourser une dette de sommeil, d'environ 7 heures qui aura été constituée toute la semaine. Et vous accumulez à ça les années, le travail et cetera et on arrive vers une fatigue chronique qui guette de très, très nombreux Français et tout particulièrement cette tranche d'âge 35-55 ans, où il y a énormément d'activités, la gestion des enfants, d'un travail, et cetera, et cetera. Alors déjà, à quoi ça sert? Avant de vous donner les recommandations, on pourrait voir un petit peu à quoi ça sert de bien dormir et de bien récupérer. Donc déjà, pour être en bonne santé, tout simplement pour être en bonne santé, car bien dormir et bien récupérer met au repos notre système cardiovasculaire, rééquilibre nos systèmes hormonaux, métaboliques, immunitaires, nettoie les déchets toxiques dans notre corps, dans notre organisme, et c'est notamment la nuit que se produit la sécrétion de l'hormone de croissance chez les enfants, chez les ados. Pendant le sommeil, on va également retrouver la réparation, notamment grâce à l'hormone de croissance, la réparation tissulaire, la régénération de la peau. Comme nous le verrons un peu plus loin, le sommeil, et en particulier le sommeil paradoxal, donc le sommeil qui sera plutôt en fin de nuit, au matin, on va dire, favorise la mémorisation et la consolidation des connaissances et de l'équilibre psychologique avec justement un meilleur équilibre émotionnel. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. Les différentes phases de la nuit servent toutes à quelque chose. On sera grossièrement sur le début de la nuit on tendra vers une plus grande proportion de sommeil profond. Et dans le sommeil profond, justement, on va avoir cette sécrétion d'hormones de croissance, de régénération tissulaire, de récupération profonde. Et plus on va aller vers le sommeil paradoxal, plus, comme je viens de le dire, ce sera la mémorisation, consolidation des connaissances, etc., qui seront effectivement ultra, ultra importantes. Pour vous donner envie, les conséquences d'un manque de sommeil, de bonne qualité, donc bah, évidemment fatigue physique, fatigue psychique, les journées paraissent plus longues. En fait, là, on va tout de suite toucher à, la sensation, nos perceptions des choses. Donc les perceptions sont déformées, donc les journées paraissent plus longues, plus difficiles. Quand on tombe sur cette fatigue chronique, on commence à mettre un petit orteil vers, le burn-out, donc encore une fois, attention. Ça favorise la prise de poids, le diabète, les syndromes métaboliques. Attention aussi aux troubles de l'humeur, l'instabilité émotionnelle, voire la dépression dans certains cas,
qui va elle-même aggraver les troubles du sommeil. Donc là, on rentre absolument dans un cercle vicieux pas du tout agréable. On peut évidemment retrouver dans le lot, des conséquences négatives, une perturbation des relations sociales, des troubles cognitifs, évidemment, difficulté de se concentrer, des troubles de l'attention, de la mémorisation, une créativité en baisse, et cetera, et cetera. Difficulté à prendre des décisions. La liste est longue, troubles digestifs, perte de productivité, baisse de la fertilité, baisse du système immunitaire, augmentation du risque des maladies cardio, donc vraiment hypertension artérielle, et cetera. Donc vraiment pas chouette. Attention, encore une fois, il faut bien dormir. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus mis en avant. Pourquoi depuis des années, on glorifie un petit peu celui ou celle qui a pas besoin de dormir. Moi, je dors 6 heures par nuit, j'ai une morning routine où je me lève à 4h30 du matin, OK, et je me couche à 1 heure. Ouais, c'est totalement idiot, merci, au revoir. Réhabilitons les choses simples et les choses qui sont normales, en fait, et pas les choses qui sont complètement idiotes, et qui paraissent complètement waouh, donc c'est absolument débile. Allez, avant de passer aux petites recos, à titre d'exemple, il y a des études qui ont montré qu'au-delà de 17 à 20 heures de suite en éveil, donc on passe quasiment 24 heures éveillé, on présente en fait des signes neurocognitifs similaires à ceux d'un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc des tremblements, de ralentissement des réflexes, un trouble des troubles de la vision, un peu d'euphorie, des erreurs, un manque d'autocorrection, etc., etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc maintenant, les recommandations. Allez, je vais vous faire 10 recommandations pour essayer justement de garder, des temps de repos intéressants et d'avoir une récupération, digne de ce nom. Déjà, on a tous un mode de sommeil différent. On est une typologie de dormeurs, donc il y a des gens qui vont être plutôt déjà les couches-tôt et les couches-tard. Ceux qui, vont se réveiller au bout de 6 heures, 6h30, que ça suffira, et d'autres qui ont besoin de 8h30, certains 10 heures de sommeil par nuit. Encore une fois, ça varie aussi en fonction des moments de la vie. Par exemple, un jeune enfant, doit dormir entre 10 et 12 heures par nuit. L'adolescent va dormir un petit peu moins et d'ailleurs son cycle va se décaler. Il va être plus facilement éveillé le soir et va récupérer sur des phases qu'on appellerait de grasse matinée. Donc idéalement, il faudrait que le collège et le lycée, commencent à 10 heures et terminent peut-être un peu plus tard, heu, pour, coller au cycle de sommeil d'un adolescent, ce qui est absolument logique. Donc comme on disait, une nuit de sommeil, ça correspond grosso modo entre 4 et 6 cycles de, 1 h 30, hein, plus ou moins 30 minutes. Ça peut être des cycles de 2 heures, par exemple, avec toujours les mêmes phases, un endormissement, un sommeil, lent, léger, un sommeil profond, une troisième phase de sommeil paradoxal, et plus on va avancer dans les cycles. Par exemple, le premier cycle va avoir un sommeil profond beaucoup plus long. Le deuxième cycle de sommeil profond sera un peu plus court et avec un sommeil paradoxal un peu plus long, et cetera, proportionnellement, pour au final sur les 2 ou le dernier cycle, ne plus du tout avoir de sommeil profond et n'avoir que du sommeil paradoxal. Donc en moyenne, une nuit de sommeil, c'est quoi? C'est 7h30, 8 heures. Bah voilà, quand on s'entraîne énormément et qu'on a du temps et pas d'enfants qui nous réveillent, on peut pousser une nuit, de 8, 9, 10 heures, forcer l'endormissement, forcer le fait de rester au lit même si on se lève un petit peu au petit matin. Il y a différentes stratégies qui peuvent être hyper intéressantes pour certains métiers et pour celles et ceux qui pratiquent l'ultra-endurance, c'est le sleep banking. Franchement, tout le monde, absolument tout le monde devrait, mettre dans son plan d'entraînement du sleep banking. Donc, je vais le dire en français, c'est, de mettre du sommeil en rab, c'est-à-dire de mettre du sommeil en réserve, de surdormir pour avoir du sommeil d'avance, et ça fonctionne absolument bien. Il y a des études qui sont menées en ce moment et j'ai bien hâte de voir les résultats. Mais, on peut s'en rendre compte très, très vite en le faisant. Donc après, attention aux biais, de chacun. C'est pas parce qu'on s'en rend compte sur soi que ça fait une règle, scientifique. Mais, c'est quelque chose de très intéressant et je pense que ça devrait être mis dans chaque plan d'entraînement avant une grande course. Course longue où on va passer quelques nuits, une voire 2 voire 3 nuits dehors comme, la Diagonale des Fous, d'avoir, les 10-15 jours avant, à minima la semaine d'avant,
un sleep banking très, très important où on va augmenter, vraiment volontairement avec des stratégies qui sont franchement pas désagréables, hein, de 2 heures, si possible, de plus de 2 heures de sommeil par nuit et ça fait des résultats absolument remarquables. Pour toutes les raisons que je vous ai énoncées jusqu'à présent. Alors, on a tous des typologies de dormeurs différents, mais ce qui est, sûr, c'est que se coucher tôt et se lever de bonne heure représentent, sur le plan physique et psychique, une excellente forme de récupération. Souvent, on a des personnes qui pensent être des dormeurs, des couches-tard parce que leurs 1 signaux de fatigue, leurs premiers signaux de départ, des signes d'hypovigilance, un peu de fatigue du soir, arrivent assez tôt et trop tôt pour qu'ils soient pris en considération comme une envie de dormir. Par exemple, on peut avoir des signaux de fatigue qui arrivent à 20:30, 21:00, 21:30 et une fois qu'ils sont passés et on se dit: «Bah, je vais quand même pas me coucher à 21:15, faut pas déconner» et bah, au final, on passe le cycle et on se retrouve à devenir un faux couche-tard et à aller au lit à 23:30, minuit, minuit et demi. Et en fait, on aura juste, zappé les premiers signaux qui étaient en fait notre cycle naturel où au fait on est un couche-tôt qui s'ignore. Donc ça sert aussi à ça d'avoir une conscience de soi, un peu plus fine et c'est de pouvoir, justement décoder ses propres signes et les suivre surtout. Donc voilà, si on n'a pas le choix et qu'on préfère faire une grasse matinée, bah, c'est quand même bien mieux de dormir que de pas dormir. Mais si on a le choix, il faut plutôt, privilégier une heure de coucher, plus tôt, avec un même horaire de réveil que, de se coucher tout aussi tard et de faire une grasse mat. La récupération, c'est assez bien documenté aussi, se passe beaucoup mieux, notamment, encore une fois, dans la phase d'endormissement profond, dans les premières heures de la nuit. Donc en numéro 3, troisième recommandation, essayez tant que possible de créer des conditions favorables à un sommeil de qualité. Donc l'idée, c'est de prendre soin de son environnement de sommeil. Peut-être pour certains, ça sera d'avoir une bonne isolation, au niveau des sens, c'est-à-dire une obscurité totale. Je dis ça parce que c'est assez important. Moi, par exemple, si je veux me coucher tôt, je sais que mon premier cycle, ça peut être 21:15, 21:30. À partir du mois de mai, juin, 21:15, 21:30, il fait très, très jour encore, hein, mais vraiment très jour. J'habite en Bretagne, donc sur le petite pointe ouest de la France, donc le soleil se couche bien tard et au mois de juin, juillet, on a le soleil qui se couche, il fait à 10 heures, il fait encore, un peu jour. Donc vraiment c'est à noter et c'est vraiment que enfin moi déjà ça cause vraiment ça pousse à se coucher un peu plus tard. Donc voilà, obscurité, silence, température confortable. Donc, une bonne température, c'est, entre 16 et 19 degrés, hein. C'est pas 22 dans la chambre. Il faut avoir un peu frais, faut se sentir un peu frais pour bien s'endormir. Ça aussi, c'est parce que si on est un peu plus frais, le cœur va être, le rythme cardiaque va être un petit peu plus bas et toutes les, fonctions, vitales vont se mettre en pause. Alors qu'avec trop de chaleur, ben, on dort le sommeil est vraiment de moins bonne qualité. Aérer la chambre et cetera et là, bah, surtout le fléau des années, 2000, 2020 et cetera, là, les écrans, télé, ordi, smartphone. Si vous pouviez au moins les couper à minima 1 heure avant d'aller au lit, ça serait absolument exceptionnel, parce que, il y a de très, très nombreuses études qui montrent à quel point, d'une part, ça nous tient en éveil et ça nous empêche de décoder nos premiers signaux de fatigue et de 2, ça, nous met les yeux devant la lumière bleue, qui vient, perturber, qui vient, tromper le cerveau en pensant que, ben, la nuit n'est pas là et qu'on a les yeux, remplis de lumière alors qu'on est en pleine nuit. Donc vraiment à éviter, vous le savez, tout le monde le dit, mais il faut le faire, c'est ultra important. Le rituel, comme pour tout, ça marche très bien. Si vous voulez commencer à instaurer un rituel de coucher, avec, des respirations, avec, une petite méditation guidée, c'est quand même pas désagréable. Un petit livre de lecture, ah ça fait longtemps que j'ai envie de reprendre la lecture, bah, là, il suffit de le faire et ça favorise grandement l'endormissement. L'activité physique évidemment, donc normalement dans ce podcast, je m'adresse rarement à des sédentaires, quoiqu'il faut faire attention parce qu'on est beaucoup à être sportif et sédentaire. Mais déjà, bon là je m'adresse plutôt à des sportifs, donc à des gens qui font du sport, des sportifs, bien sûr,
Donc évidemment, l'activité physique favorise largement des bonnes nuits. Et après, nous, on sera plutôt dans le trop, vous l'avez compris. Donc attention à ne pas tomber dans le trop et dans une fatigue chronique trop importante, de laquelle il faudra peut-être mettre en place, je dis une bêtise, après je dis quelque chose qui peut arriver largement. Vous êtes sur le dernier bloc d'entraînement de votre ultra dans un mois ou deux. Vous venez d'enchaîner et de faire que du travail sur fatigue, plus votre journée de boulot, et cetera. Vous êtes complètement cuit. Par contre, vous n'allez pas prendre en compte, c'est quasiment sûr, à sa juste valeur, la dette de sommeil et l'over-fatigue, l'énorme fatigue qui aura été accumulée et qui va devoir être récupérée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à raison de d'heures de sommeil, plus de sieste, plus de temps calme, et cetera. Ça, en général, on a un peu du mal à le mettre en place. Et pour plusieurs raisons, parce que c'est moins valorisant, parce ça le fait moins de dire j'ai dormi 12 heures, 10 heures et demie cette nuit plutôt que j'ai fait 40 bornes dimanche sur mon week-end choc. Et oui, on le met un peu moins sur Insta, ça c'est sûr. En 4, la gestion justement de ces éveils nocturnes, voire d'un endormissement qui ne viendrait pas au moment où on souhaiterait. On se met au lito, la mélatonine ne vient pas, on s'endort pas et on n'a pas sommeil. Alors surtout, à éviter, repartir devant un écran en se disant je vais m'abrutir devant la télé ou devant mon ordi ou je vais scroller pendant 1 heure, ça va aller mieux. Ça, c'est vraiment à éviter. N'hésitez pas à aller faire des tâches simples. On évite les tâches complexes, on évite les tâches qui vont stimuler cognitivement, genre je vais préparer mes mails pour demain. Lecture, relaxation, encore une fois, une méditation guidée. À l'heure où on se parle, si vous avez une plateforme d'écoute, Spotify ou Apple Podcast, peu importe, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur tous les thèmes. Et vous allez sur YouTube, vous lancez n'importe quelle vidéo, vous avez des méditations du soir qui sont, encore une fois, très, très agréables et qui peuvent faire énormément de bien. Je vous encourage très, très largement à faire ce genre de choses sur un éveil nocturne, par exemple, plutôt que de se prendre la tête en disant j'ai envie de dormir, je dors pas, j'avais prévu, machin. Eh bien, ok, je dors pas et je suis là, j'ai rien à faire. Je vais justement prendre le temps d'écouter une petite méditation guidée parce que je dis toujours que j'ai pas le temps. Et là, j'ai le temps. En 5, éviter les temps d'éveil trop longs. Comme je vous ai dit, hein, quand on reste éveillé très 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 longtemps, on a des signes neurocognitifs qui sont équivalents à quelques grammes d'alcool dans le sang. À partir de 24 heures d'éveil continu, d'ailleurs, on serait proche d'une alcoolémie de 1 gramme. Encore une fois, hein, c'est proche dans le sens des signes neurocognitifs d'un taux d'alcoolémie de 1 gramme par litre de sang, ce qui est quand même colossal. D'où peut-être aussi ce qui peut expliquer les hallucinations sur les ultras de certaines et de certains coureurs. Et si on a des éveils, justement, on va y venir, si on a des éveils trop longs, on va y revenir un peu plus tard, on a des stratégies de sommeil qui sont intéressantes et des stratégies de sieste flash qui peuvent être vraiment intéressante dans les cas de travail de nuit ou de course la nuit, justement, sur plusieurs nuits. En 6, rembourser sa dette de sommeil. J'ai commencé un peu à l'évoquer précédemment. Prenez juste conscience qu'il y a des moments de vie où vous allez pas assez dormir et vous allez forcément le sentir. Je les ai cités déjà, plein de paramètres, enfin plein de signes, irritabilité, fatigue, perception de pénibilité de la journée, du travail, de sa conjointe, de ses enfants, voilà. Tous ces signaux, pas envie d'aller à l'entraînement, et cetera. Donc, vous avez des signaux qui viendront de partout, qui seront des signes d'une dette de sommeil. Pensez-y, il y a peut-être des moments où vous direz: écoute, faut que je serre les dents, parce que jusque ce week-end, je peux pas faire autrement». Essayez d'adapter votre emploi du temps. Utilisez les temps de pause, même si vous avez 5, 10, 15 minutes pour vous détendre et vous reposer. Il y a encore plein de techniques, même si vous avez jamais fait de préparation mentale ou de choses comme ça. Tapez sur internet, sieste flash 15 minutes et vous aurez une voix guidante, vous en trouverez des centaines et vous trouverez la bonne et vous allez vous endormir après manger. Si vous avez 10-15 minutes, même à votre chaise de bureau, ça marchera très bien. Mais en tout cas, ayez conscience que vous êtes en train de creuser votre dette de sommeil et que cette dette de sommeil, il va falloir la rembourser et le plus vite sera le mieux. En numéro 7 de mes recommandations, gérez aussi votre vigilance de jour. Car oui, on a aussi des cycles la journée qui sont à peu près les mêmes que les cycles de notre nuit, c'est-à-dire des cycles de plus ou moins 1 heure et demie.
où on va sentir peut-être des alternances entre coups de barre et moments de forme, voilà, psychiques, physiques, cognitifs, etc. On sera plus apte à avoir des activités avec des exigences cognitives, psychiques la matinée, à partir de 10 heures par exemple, et le corps sera plus apte à rentrer justement dans des exigences physiques et physiologiques à partir de 16-17 heures, la fin d'après-midi, où le corps sera absolument parfait pour ça. Donc, bon, après, on fait ce qu'on peut. Si on doit s'entraîner le matin à 6 heures, on s'entraîne le matin à 6 heures. Mais c'est toujours intéressant de juste noter ces choses-là et de les prendre en considération pour, encore une fois, affiner la connaissance qu'on a de nous-mêmes. En 8, la sieste. Alors là, la sieste, c'est un sujet qui me passionne parce que la sieste, ça peut être des power naps, comme on les appelle, les mini-siestes, qui peuvent durer 3 à 5 minutes. C'est ultra efficace. Et entre 15 et 20 minutes, on est vraiment sur une sieste moyenne où on arrive déjà à avoir une bonne restauration de ses performances mentales et physiques sur les 2 à 4 prochaines heures. Donc c'est quand même hyper intéressant. Une sieste de 20 minutes peut vraiment relancer une journée, relancer une après-midi par exemple. Et idem pour les coureurs, coureuses de longue distance, des power naps de 15-20 minutes dans un lieu sûr où vous n'allez pas, ça dépend des pays, vous faire piquer par des scorpions ou je ne sais quoi, ou attaquer par des singes si vous êtes à Hong Kong, sont ultra, ultra pertinentes plutôt que de traîner sa peine pendant de longues heures en disant non, il faut pas que je dorme, faut pas que je dorme. Parfois, il faut mieux dormir 15-20 minutes et repartir et s'entraîner à faire ça à l'entraînement pour ne pas le découvrir le jour de la course. Bah, c'est pas déconnant, hein, on fait un sport quand même un peu dingue, un peu aventurier. Bah, écoute, ça rajoute un peu d'aventure au truc, de se mettre dans un buisson et sur le côté et de tenter la sieste ou de trouver un abribus, voilà. C'est hyper important et si on part dans des 1, 2, 3 nuits dehors, là, je recommanderais largement de au moins caler un cycle d'1 h 30 à 2 heures complet pour recharger les batteries parce que déjà en 1 heure et demie de sommeil, on a quand même bien rechargé les batteries. Donc oui, oui, il faut oser la sieste. Allez, avant-dernier reco, profiter de la lumière. Donc oui, il faut régler son horloge interne. Compliqué dans certaines régions de se coucher tôt quand il fait encore très très jour dehors, ça fait un peu bizarre. On est assez vite récompensé quand on se lève tôt, l'été, qui fait jour tôt, que c'est magnifique. Et voilà, c'est une autre manière de fonctionner et ça mérite au moins d'être testé. Et en 10, eh ben, tout simplement pratiquer, avoir une conscience de ce qu'on fait, pratiquer nos rituels d'endormissement, le faire tout simplement. Là, je vous donne de la théorie, mais le but, c'est évidemment de le faire bien et de surtout que ça vous apporte quelque chose. C'est tout le but, sinon ça sert à rien. C'est d'avoir une conscience toujours un tout petit peu plus fine de soi-même, de reconnaître ses propres signaux, de pas écouter ce que font les voisins, de pas se fier à ce que disent les réseaux et encore moins les énormités sur les morning routines à 4h30 du matin, 3 heures de sommeil suffisent, je dors 5 heures par nuit et je vais très bien. Surtout, je n'écoutais jamais, jamais des débilités pareilles. Admettons que ce soit vrai, et bien grand bien leur face à ces gens-là, ça représentera une extrême minorité de personnes. Donc dormez plus, parce qu'on est à une ère où on dort pas assez, donc dormez plus. Vous aurez plus de peps, plus de forme, une meilleure forme physique, une meilleure forme psychologique et vous serez tout simplement en meilleure santé. Comment ça peut se matérialiser? C'est que voilà, dans la journée, dès que vous avez besoin de souffler, prenez le temps de faire quelques respirations, peut-être un peu de cohérence cardiaque, ça prend vraiment pas longtemps, entre 3 et 5 minutes. Comme je le disais juste avant, si vous dormez mal la nuit ou si vous aviez prévu de dormir tôt et que vous dormez pas au lit, ne vous relevez pas ou ne vous envoyez pas une demi-heure, une heure de scroll sur Internet, sur les réseaux. Allez plutôt vous chercher une petite méditation, fermez les yeux et écoutez ça avec plaisir. Vous allez vraiment, vraiment prendre du plaisir. C'est pas obligé d'en faire un rituel, mais peut-être que vous allez découvrir une nouvelle chose qui peut vous rendre vraiment heureux, heureuse. Et c'est dommage de s'en passer. Donc voilà, prendre du recul, souffler quand vous avez 5 minutes. Si vous prenez les transports en commun, prenez ce temps-là pour faire votre bulle intérieure, vous sentir bien, faire quelques respirations. Prenez ce temps de calme. Profiter des trajets à pied pour, vraiment prendre du plaisir, des trajets à pied ou à vélo. Voilà, repérez les temps où vous pouvez vider un peu l'eau de votre vase ou l'eau de votre cuve
qui, quand elle est trop pleine, va créer un stress chronique. Donc, essayez d'être vigilant, vigilante à ces temps où vous avez le temps, justement. On pense toujours qu'on n'a pas le temps, mais il y a des moments forcément dans la journée où on a le temps, quelques minutes de vider l'eau du vase pour justement être un peu plus confortable. Et c'est aussi la journée qu'on prépare sa nuit. C'est que si on passe une journée plus au calme, on aura forcément des nuits également plus calmes. Évidemment, il peut y avoir plein de facteurs, multiples facteurs qui vont venir troubler justement cette routine peut-être que vous essayez de vous fixer ou cette volonté que vous avez de vous coucher plus tôt et chaque jour il y a quelque chose qui vient vous embêter. Eh bien c'est normal, c'est la vie, c'est là pour ça, c'est un peu là pour tester notre volonté et voir comment, jusqu'où on a envie de mettre en place nos choses. Et oui, en préparation mentale, on n'est pas juste là pour travailler la motivation, le stress, l'anxiété et le dépasse-toi, apprends à gérer ta douleur. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi à travailler ce que je viens de dire, tous ces moments-là, comment les organiser, comment les incorporer dans ces routines quotidiennes. Quand je dis une routine quotidienne, c'est tout simplement la vie voilà, c'est notre cycle de fonctionnement d'une journée pour que cette journée-là soit justement plus saine et du coup qui permette justement d'arriver sur une fin de journée plus paisible où petit à petit on relâche la pression, peut-être on met en place des choses, j'ai des choses à faire pour demain, ok très bien, je les garde pas dans ma tête, je les note. Voilà, ça c'est des exemples, il y en a des tonnes. Je les note, voilà, demain j'ai ça, 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 ça. C'est noté sur un papier, c'est plus dans ma tête, je suis libéré, je passe à autre chose. Maintenant c'est temps calme, c'est dodo, c'est comme un enfant, hein. Allez, maintenant c'est temps calme. Donc voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère qu'avec cet épisode, j'aurai réussi à réhabiliter un petit peu l'importance de la gestion de la fatigue et de la récupération pour vous, pour les sportifs ou si vous travaillez dans des métiers qui créent de grosses dettes de fatigue. Voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à commenter l'épisode, c'est hyper important pour les réseaux, comme ça il est mieux référencé. N'hésitez pas à le partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.